Le distributeur automatique de la poste de la rue Gambetta m'a rendu ma carte avec un bruit sec, comme un reproche. J'avais poussé la porte vitrée à 8h moins le quart, comme chaque deuxième mercredi du mois depuis que mon mari nous a quittés. Ce jour-là, il y avait une queue inhabituelle. 3 personnes devant moi, une dame avec une poussette double qui prenait toute la largeur du couloir, et derrière, un homme en bleu de travail qui soufflait fort par le nez. Je m'appelle Albertine. J'ai 69 ans, une hanche qui proteste par temps de pluie, et une pension de réversion que j'ai mis 4 ans à obtenir après le décès de mon mari. 4 ans de formulaires, de lettres recommandées, de rendez-vous à la CARSAT où les agents vous regardent comme si vous demandiez quelque chose d'indécent. Quand cette pension est finalement arrivée sur mon compte, j'ai pleuré dans ma cuisine. Pas de tristesse, enfin, pas seulement. De soulagement, parce que j'avais 66 ans, les économies qui fondaient, et une maison dont le chauffe-eau avait rendu l'âme. Ce mercredi-là, donc, je voulais retirer 200 €. Je devais payer la femme de ménage qui vient m'aider le jeudi depuis que mon arthrite s'est installée dans les épaules et régler le plombier qui avait réparé un joint sous l'évier la semaine d'avant. Des choses ordinaires, des choses de vie normale. J'ai inséré ma carte. Tapé mon code, ce code que je connais depuis 1987, l'année où nous avons ouvert ce compte avec mon mari à la succursale du Crédit Agricole du centre-ville. Le distributeur a réfléchi 3 secondes de trop. Puis l'écran est devenu rouge. Opération impossible, solde insuffisant. J'ai cru que c'était une erreur de la machine. J'ai recommencé. Même résultat. Derrière moi, l'homme en bleu de travail a émis un soupir qui ne laissait aucun doute sur son impatience. La dame à la poussette a tourné la tête. J'ai senti mes joues s'enflammer. J'ai voulu retirer seulement 50 €. Histoire de vérifier. Le distributeur m'a de nouveau refusé, puis a craché un petit ticket de solde que je n'avais pas demandé. 14,32 €. J'ai regardé ce chiffre plusieurs fois. 14 €. Ma pension de réversion est de 940 €. Elle tombe le 10 du mois. Nous étions le 12. Je suis sortie de la poste avec mes 14 € et 32 centimes intacts, la carte dans mon portefeuille et quelque chose de froid qui s'était installé dans ma poitrine. Pas de la panique. Quelque chose de plus silencieux que la panique. Une sorte de pressentiment, comme quand on sent l'orage avant que le ciel change de couleur. Sur le trottoir, j'ai appelé le numéro inscrit au dos de ma carte. La musique d'attente a joué pendant 7 minutes, j'ai compté. Puis une voix jeune, polie, trop polie. « Bonjour, Crédit Agricole, je suis Mathieu, que puis-je faire pour vous ?»« Bonjour, Mathieu, je suis Madame Albertine Courtois. Je voudrais comprendre pourquoi mon compte affiche 14 € alors que ma pension devrait être créditée depuis 2 jours. » Silence. Clavier qui clique. « Madame Courtois, votre pension de réversion de 940 € a bien été créditée le 10, c'est exact. » Alors pourquoi? Il y a eu plusieurs opérations depuis. Un virement de 800 € le 10 au soir vers un compte externe. Et un second virement de 100 € le 11 matin. Je me suis arrêtée au milieu du trottoir. Une femme avec un cabas m'a contournée en maugréant. Je n'ai fait aucun virement, Mathieu. Nouveau silence. Plus long, cette fois. Les virements ont été initiés depuis l'application mobile, madame, avec validation par votre code confidentiel et confirmation biométrique. Mon application mobile. Cette application que je n'arrive pas à utiliser correctement, que je dois appeler mon neveu pour m'aider chaque fois que quelque chose change. Mon neveu Corentin, 28 ans, informaticien dans une entreprise de Bordeaux, qui venait me rendre visite le week-end d'avant pour mon anniversaire. Le monde ne s'est pas mis à tourner. Il s'est simplement arrêté. Corentin. Mon neveu. Le fils de ma sœur cadette Pascal. Celle qui m'appelle encore tous les dimanches. Ce garçon que j'ai vu naître, que j'ai gardé les mercredis quand sa mère reprenait le travail, à qui j'ai appris à faire les crêpes et à qui j'achetais des livres de sciences à chaque anniversaire parce qu'il était curieux de tout. Madame Courtois? Vous êtes toujours en ligne? Oui. Mathieu, ces virements vers quel compte? Vers un compte au nom de Corentin Jaubert, domicilié à Bordeaux. Jaubert. Le nom de jeune fille de ma sœur qu'elle a gardé pour ses enfants après son divorce. Corentin Jaubert, mon neveu. J'ai remis mon téléphone dans mon sac. J'ai marché jusqu'au banc devant la pharmacie en face de la poste, ce banc en bois vert que la mairie repeint tous les printemps. Je me suis assise. J'ai regardé les voitures passer. Je me suis souvenue du samedi précédent. Corentin était arrivé avec un gâteau au chocolat acheté chez le pâtissier de la Grand Place. Il avait posé son ordinateur sur la table de la salle à manger et m'avait dit « Tata, il faut mettre à jour ton application bancaire,
Il y a une faille de sécurité. Tu risques de te faire pirater. Il avait eu l'air sérieux, compétent. Il avait tendu la main vers mon téléphone en disant « Donne, je fais ça en 2 minutes. » 2 minutes, pendant lesquelles j'étais allée chercher les tasses à café. En revenant avec le plateau, il appuyait encore sur l'écran. « Voilà, c'est bon Tata, tu es protégé maintenant. » Il avait souri. Ce sourire que je connais depuis qu'il avait 5 ans et qu'il avait cassé le vase de ma mère en jouant au ballon dans le salon. Il avait utilisé ces 2 minutes pour ajouter son compte en bénéficiaire, programmer 2 virements et se faire confirmer les opérations avec ma reconnaissance faciale pendant qu'il me demandait de regarder l'écran pour vérifier que l'affichage était correct. J'avais regardé. Je lui avais souri. J'avais autorisé, sans le savoir, le vol de 900 € de ma pension. 900 €. Ce n'est pas la fortune, mais c'est mon loyer à moi. C'est l'électricité de l'hiver. C'est la mutuelle que je rogne déjà pour tenir le mois. Je suis restée sur ce banc un long moment. Pas à pleurer. Je n'ai pas pleuré. J'ai réfléchi. J'ai été secrétaire de direction pendant 32 ans dans une PME de logistique. Mon patron, un homme exigeant, honnête, qui ne supportait pas qu'on lui mente, m'a appris une chose que j'ai gardée toute ma vie. Albertine, quand quelqu'un vous cache quelque chose, ne montrez jamais que vous savez. Laissez-le parler. Les menteurs se noient dans leurs propres mots. Je suis remontée chez moi. J'ai appelé Mathieu au Crédit Agricole et j'ai demandé à ouvrir une procédure de contestation pour fraude. Il m'a expliqué la procédure, rapport à la banque, plainte auprès des autorités recommandées, enquête interne. Je comprends, ai-je dit. Et si la fraude a été commise par un proche, quelqu'un avec accès physique à mon téléphone? Dans ce cas, madame, la responsabilité peut être partagée selon les circonstances. Mais une plainte formelle reste le meilleur moyen de déclencher l'enquête. Merci, Mathieu. Je vais réfléchir. Je n'avais pas besoin de réfléchir. J'avais déjà décidé. Mais je ne voulais pas que la banque bloque quoi que ce soit avant que j'aie eu ma conversation avec Corentin. J'ai posé mon téléphone sur la table de la cuisine. J'ai pris mon carnet à spirale, celui que j'utilise pour noter les rendez-vous médicaux et les numéros importants, et j'ai écrit en haut d'une page vierge, en majuscule, « C'est eux que je cesse ». Ce qu'il ne sait pas que je sais. Ensuite, j'ai appelé ma sœur Pascal. Pascal, c'est Albertine. Corentin est rentré de chez moi sans problème? Oui, il est arrivé samedi soir. Il m'a dit que tu avais bonne mine. Pourquoi, il se passe quelque chose? Non, j'avais juste oublié de lui rendre son chargeur. Il a laissé un chargeur ici. Mensonge facile. Je n'avais aucun chargeur. Ah, ce gamin. Je lui dirai, tu veux que je lui demande de te rappeler? Ce serait gentil, oui. Dis-lui que j'ai besoin de lui pour un problème avec mon téléphone. Cette application bancaire fait encore des siennes. J'ai raccroché. Puis j'ai attendu. Corentin a rappelé 2 heures plus tard, vers 10 à 9 heures. Tata, maman m'a dit que tu as un problème avec l'appli? Sa voix était normale, détendue. Il ne savait pas encore. Oui, mon grand. Figure-toi qu'en rentrant de la poste ce matin, j'ai regardé mon solde et j'ai eu une frayeur. Il y avait marqué 14 €. Silence d'1 seconde et demie. 1 seconde et demie que j'ai compté. Ah bon? Ça devait être un affichage en temps réel. Ça arrive parfois quand les virements sont en cours de traitement. Ta pension était bien là? Il avait répondu trop vite, trop fluide. Cette explication toute prête. Tu crois? J'ai appelé la banque quand même. Le conseiller m'a dit que tout était en ordre, mais que j'avais fait 2 virements ces derniers jours. J'ai dû appuyer sur quelque chose par erreur. Ça arrive, Tata. C'est pour ça que ces applications ne sont pas faites pour tout le monde. Tu veux que je vienne jeter un œil le week-end prochain? Oh non, ne te dérange pas pour ça. Le conseiller m'a dit que c'était des petites sommes, des erreurs de manipulation, rien de grave. Mais j'aimerais que tu m'expliques comment annuler un virement en cours. Il m'a dit que c'était possible dans les 48 heures. Nouveau silence. Les annuler? Dans les 48 heures, normalement c'est trop tard si c'était hier. Il connaissait les délais, évidemment. Ah, dommage. Bon, ce n'est pas si grave. Oh, j'ai oublié, le conseiller m'a posé une question bizarre. Il m'a demandé si j'avais autorisé quelqu'un à accéder à mon compte ces dernières semaines. Apparemment, il voit des connexions depuis Bordeaux dans les logs. Une anomalie géographique, il a dit. Cette fois, le silence a été plus long. Bordeaux, c'est bizarre. C'est ce que j'ai dit. Il m'a dit que si ça continue, il allait automatiquement signaler au service fraude et qu'il contacte la police judiciaire de l'adresse IP. Ce sont des procédures automatiques maintenant, avec le nouveau règlement européen sur la cybersécurité bancaire. J'avais inventé ce règlement, mais il sonnait vrai.
Écoute, Tata, ne t'inquiète pas avec ça. Ces alertes automatiques, c'est souvent pour rien. Le service fraude a mieux à faire que de s'occuper de petites opérations. Petites opérations. Il venait de dire petites opérations. Pas tes opérations. Pas tes supposées erreurs. Il avait dit petites. Comme quelqu'un qui connaît le montant. Tu as sans doute raison. Bonne soirée, mon grand. Embrasse ta maman. J'ai raccroché. Je me suis servi un verre d'eau. J'ai bu lentement, debout devant la fenêtre qui donne sur le jardin. Ce jardin que mon mari avait aménagé et que j'entretiens par fidélité plus que par goût du jardinage. Le lendemain matin, j'ai pris le bus jusqu'au centre-ville, pas la banque, au cabinet de Maître Fontenay, avenue de la République. Maître Fontenay, avocate spécialisée en droit de la famille et droit pénal, que j'avais consulté il y a 6 ans pour la succession de ma mère. Une femme nette, directe, qui vous regarde dans les yeux et ne prend pas de détour. Sa secrétaire m'a donné un rendez-vous à 11h en me disant qu'elle avait un créneau entre 2 audiences. J'ai attendu dans le couloir sur une chaise en plastique beige, avec mon carnet à spirale sur les genoux et l'enveloppe où j'avais mis le relevé de compte imprimé à la banque. Maître Fontenay m'a reçu exactement à 11h. Elle a lu mes documents sans dire un mot, puis elle a levé les yeux. Madame Courtois, ce que vous décrivez est une escroquerie caractérisée, aggravée par l'abus de confiance familiale. La peine encourue va jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende, selon l'article 313-2 du Code pénal. Je n'avais pas bougé un cil. Ce que je vous conseille, a-t-elle continué, c'est de déposer plainte auprès du commissariat, avec copie à la banque. La banque a une obligation de diligence, laisser passer 2 virements inhabituels sur le compte d'une cliente retraitée, depuis une localisation différente, sans aucune vérification. C'est une faute de leur côté. Vous pouvez les mettre en cause également. Et si je veux lui donner la possibilité de rembourser avant d'aller plus loin? Elle a posé son stylo. C'est votre droit. Mais ne faites rien sans écrit. Reconnaissance de dette datée, signée, avec échéancier. Sans ça, vous n'avez rien. J'ai remercié Maître Fontenay, payé la consultation et pris le bus du retour. Le soir même, j'ai rappelé Corentin. Mon grand, j'ai réfléchi à notre conversation d'hier. J'ai été voir mon avocate ce matin. Le silence, cette fois, avait une texture différente. Ton avocate? Maître Fontenay, tu ne la connais pas. Elle gère mes affaires depuis des années. Elle a regardé le relevé de compte avec moi. Elle dit que les connexions depuis Bordeaux sont très clairement tracées et que la banque va automatiquement transmettre le dossier au parquet si je ne dépose pas moi-même une plainte dans les 72 heures. Elle m'a conseillé de le faire demain matin. Tata. Sa voix avait changé. Elle avait perdu cette fluidité légèrement trop bien préparée. Je t'écoute, mon grand. Long silence. J'ai entendu quelque chose qui ressemblait à un soupir retenu ou peut être un début de larmes avalées. C'est moi. C'est moi qui ai fait les virements. Je n'ai rien dit, j'ai attendu. J'avais des dettes. Un ami avec qui j'avais lancé un projet, il réclamait son argent, il menaçait. J'avais besoin de liquide rapidement et je me suis dit que je rembourserais avant que tu t'en aperçoives, avec mon prochain salaire. Je voulais te rembourser, Tata, je te jure. Corentine, je sais ce que j'ai fait. Je suis désolée. Tu as utilisé mon visage pour valider une opération frauduleuse. Tu as volé ma pension. 900 €, c'est mon loyer de novembre. C'est le chauffage. Tu comprends ce que ça veut dire pour moi? Oui? Non. Je ne pense pas que tu comprennes tout à fait. Sinon, tu ne l'aurais pas fait. J'ai repris ma respiration. Voilà ce qui va se passer. Tu vas m'envoyer ce soir même, par virement, les 900 €. Pas demain, ce soir. Et demain, tu m'envoies, par courrier recommandé, une reconnaissance de dette signée et datée que Maître Fontenay va rédiger. Si l'argent est là demain matin sur mon compte et que le courrier est posté avant 10 à 7 heures, je suspends la procédure. Sinon, je dépose la plainte à 8 heures. Tata, j'ai pas tout l'argent ce soir. Corentin! Je suis ta tante, pas ton banquier. Débrouille-toi. J'ai raccroché. Je ne me suis pas assise pour attendre. J'ai préparé mon dîner, une soupe de légumes et une tartine de fromage. Je me suis installée devant le journal télévisé et j'ai laissé mon téléphone sur la table de la cuisine face retournée. Parce que regarder l'écran toutes les 30 secondes n'aurait pas accéléré le virement. À 22h40, l'application de la banque a émis une notification. Virement reçu. 900 €. Corentin Jaubert. J'ai éteint la lumière du salon. Le lendemain, la reconnaissance de dette était postée avant midi. Maître Fontenay m'a confirmé qu'elle avait reçu sa copie.
L'avocate avait rédigé un document en bonne et due forme, reconnaissance du détournement, engagement de ne pas recommencer, clause pénale en cas de manquement. Ce que je n'avais pas prévu, c'est l'appel de ma sœur. Pascal a appelé le jeudi soir. Sa voix avait ce tremblement particulier qu'elle a quand elle retient quelque chose depuis plusieurs heures. « Albertine, Corentin m'a tout dit. J'ai attendu. Il est venu ici ce soir. Il a pleuré. Il m'a raconté ce qu'il a fait. Bien. Tu aurais pu m'appeler, Albertine. Tu aurais pu me dire. Pour que tu le protèges. Pour que tu me demandes d'être clémente? Non. Pour que je sache. Il y avait quelque chose de blessé dans sa voix qui m'a fait mal. Pascal et moi, nous avons grandi dans la même chambre, nous avons partagé les deuils et les fêtes et les étés à la maison de campagne de nos grands-parents. Je ne voulais pas lui faire de mal. Pascal, je ne l'ai pas envoyé en prison. J'ai récupéré mon argent. J'ai un document signé. C'est terminé pour ma part. Il a honte. C'est bien. La honte, ça sert à quelque chose. Tu ne lui as pas parlé depuis? Non. Et je pense qu'il vaut mieux qu'on laisse passer un peu de temps. Long silence. Tu as raison, a-t-elle dit finalement d'une voix plus petite. Je suis désolée, Albertine. Pour toi. Et pour ce qu'il a fait. Ce n'est pas à toi de t'excuser. Je suis sa mère. Justement. Parle-lui. Pas pour qu'il s'excuse à moi, il l'a fait. Parle-lui de ce que ça veut dire, ce qu'il a fait. Qu'il comprenne vraiment. Nous avons raccroché après quelques minutes. Pas fâché. Juste avec cette douleur douce et lourde que connaissent seulement les familles, cette douleur qui ne ressemble à rien d'autre. Les semaines suivantes, j'ai fait 2 choses. La première, c'est que j'ai rappelé Mathieu au Crédit Agricole et que je lui ai demandé un rendez-vous avec le responsable de l'agence. J'y suis allée avec le dossier complet, relevé, historique des connexions, documentation que Maître Fontenay m'avait préparée. J'ai posé le tout sur le bureau du directeur, un homme d'une 50aine d'années, costume gris, l'air de quelqu'un habitué à ce qu'on lui soit reconnaissant d'exister. Madame Courtois, il est regrettable que... Monsieur le directeur, je vais être direct. Votre application a permis d'effectuer 2 virements inhabituels sur le compte d'une cliente retraitée de 69 ans, depuis une localisation distante de 200 km, sans aucune vérification complémentaire, ni appel, ni SMS de confirmation, ni alerte. Mon avocate estime que cela constitue un manquement à votre devoir de vigilance, tel que défini par la directive européenne sur les services de paiement. Il a ajusté sa cravate. Nos systèmes de sécurité. Je ne vous demande pas une explication, monsieur. Je vous demande une solution. Il y a eu une réunion avec le service contentieux 3 jours plus tard. Maître Fontenay est venu avec moi. La banque a reconnu un défaut d'alertage sur opération atypique et proposé un geste commercial. Pas de l'indemnisation au sens strict, mais une remise de frais bancaires pour les 2 années à venir. Et surtout, Maître Fontenay avait insisté là, dessus une activation gratuite du service d'alerte, renforcée pour les clients de plus de 65 ans, avec confirmation par appel téléphonique pour tout virement supérieur à 300 €. Ce n'était pas tout ce que j'aurais voulu, mais c'était concret. Et c'était utile pour d'autres personnes que moi. La deuxième chose que j'ai faite, c'est que je suis retournée à la poste de la rue Gambetta. Il était 9 heures du matin, un mercredi, le mois suivant. La même queue habituelle, la même dame à la poussette, une coïncidence et au guichet, le même jeune homme aux cheveux trop longs qui m'avait vu bredouille la fois d'avant. Il a levé les yeux quand mon tour est arrivé. « Bonjour, madame. »« Bonjour, mon petit. »« Je voudrais retirer 200 € s'il vous plaît. » Il a pris ma carte, tapé les touches. Quelques secondes. La machine a dispensé les billets avec ce claquement régulier que j'aime bien, ce son d'argent qui sort proprement, honnêtement, parce qu'il vous appartient. Voilà, madame. Bonne journée. Merci. Et mon petit. Il a levé les yeux. La dernière fois que je suis venue, vous avez annoncé très fort que mon compte était vide, devant tout le monde. Il a rougi. Je ne me souviens pas très bien. Mais si j'ai fait ça, c'était... Ce n'est pas un reproche, c'est un conseil. Quand un client a un problème avec son compte, ça se dit à voix basse, face à lui, pas face à la file d'attente. Ça ne coûte rien, et ça change tout. Il a hoché la tête, sérieusement, comme quelqu'un qui retient vraiment. Vous avez raison, je ferai attention. Bien. Bonne journée. Je suis sortie dans la lumière de novembre, les 200 € dans mon portefeuille, et j'ai marché lentement vers la boulangerie du coin pour m'acheter une brioche. Pas parce que j'avais faim,
Parce que c'était ce que je voulais faire, et que j'avais les moyens de le faire, et que parfois c'est la définition exacte de la liberté. Il y a des choses que cette histoire m'a appris sur moi-même, que j'avais tendance à faire confiance par habitude, par affection accumulée, sans vérifier, que je confondais parfois la gentillesse avec la naïveté, et que les deux ne sont pas la même chose du tout. La gentillesse, c'est un choix conscient. La naïveté, c'est l'absence de choix. Corentin m'a envoyé un message 2 mois après. Un message long, maladroit, plein de formules qui recommençaient et se reprenaient. Il disait qu'il avait honte, qu'il avait compris, qu'il avait remboursé sa dette à son ami sans passer par l'argent de quelqu'un d'autre, il avait vendu sa moto. Il ne me demandait pas de réponse. Il disait juste qu'il voulait que je sache. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai attendu 1 semaine. Puis j'ai écrit « Je sais. Prends soin de toi. Ni plus ni moins. » Ce n'est pas du pardon. Pas encore. Peut être un jour, si le temps fait ce qu'il fait parfois, déposer les choses, les laisser refroidir jusqu'à ce qu'on puisse les toucher sans se brûler. Pour l'instant, c'est une porte entr'ouverte, pas une porte ouverte. Et c'est à lui de décider quoi en faire. Ma sœur Pascale appelle toujours le dimanche. Nous ne parlons pas de lui, sauf quand elle a besoin de le faire, et alors je l'écoute. C'est comme ça entre nous depuis l'enfance. Je parle moins qu'elle, et elle a besoin de ça. Ce soir, je suis assise dans mon fauteuil avec une tisane de verveine et le programme de la radio sur mes genoux. Dans mon carnet à spirale à la page d'après celle où j'avais écrit « Ce que je sais, ce qu'il ne sait pas que je sais », il y a une liste. 3 colonnes. Ce que je veux faire avant l'été. La première chose sur la liste. Avignon. Le festival. Mon mari et moi avions dit l'année prochaine pendant 20 ans. Je n'attends plus l'année prochaine. Je ne vous dis pas ça pour que vous plaigniez cette femme au compte vide qui s'est fait avoir par son propre neveu. Je vous le dis parce que si vous avez 60 et que quelqu'un autour de vous vous regarde avec ce regard légèrement apitoyé qui veut dire elle ne comprend pas, la pauvre, sachez que ce regard est leur problème, pas le vôtre. Les gens qui ont sous-estimé les vieilles dames ont, en général, fini par le regretter. Et dans les commentaires, dites-moi, est-ce qu'il vous est arrivé de faire confiance à quelqu'un et de le regretter? Et qu'avez-vous fait? Je lis tout. Ce que j'ai compris en traversant tout ça, ce n'est pas une leçon que j'aurais pu apprendre dans un livre. C'est quelque chose qui s'est déposé lentement, pendant les semaines qui ont suivi, comme la poussière se dépose sur les meubles quand on n'ouvre plus les fenêtres. Corentin n'est pas un mauvais garçon, c'est ce que je me suis dit d'abord, et c'est ce que je crois encore. Mais un homme bien peut faire une chose mauvaise quand il pense que personne ne regardera, quand il se dit que ce sera vite réparé, que ça ne compte pas vraiment. Et c'est là le vrai danger, pas les gens franchement mauvais, qu'on apprend à reconnaître. Les gens bien qui se donnent une permission exceptionnelle, une seule fois, pour une bonne raison. Il avait une dette, il avait peur. Il a pris le chemin le plus court, sans réfléchir à l'autre bout de ce chemin, moi, sur ce distributeur, devant 14,32 €, avec la certitude que quelque chose s'était brisé sans que je sache encore quoi. Ce que j'aurais pu faire, c'est pleurer et pardonner immédiatement pour ne pas avoir à porter le poids de la colère. J'aurais pu appeler Pascal, laisser la famille gérer, minimiser. Beaucoup de femmes de mon âge l'auraient fait pas par faiblesse, mais parce qu'on nous a appris que maintenir la paix est une vertu, que faire des vagues, c'est mal élever les gens. Mais maintenir une fausse paix, ce n'est pas de la vertu, c'est de la lâcheté habillée en générosité. Et laisser quelqu'un s'en sortir sans conséquence, ce n'est pas lui faire du bien. C'est lui apprendre qu'il peut recommencer. Ce que j'ai fait à la place, c'est ce que 32 ans derrière un bureau m'ont appris à faire. Poser les faits sur la table, sans crier, sans trembler, et demander des comptes. Pas pour punir, pour que la réalité soit dite à voix haute entre 2 personnes, sans euphémisme. L'argent est revenu. Ce n'était pas l'essentiel, même si c'était nécessaire. L'essentiel, c'est que Corentin a dû regarder ce qu'il avait fait sans que je lui offre une sortie de secours. Et que moi, j'ai regardé ma propre tendance à faire confiance les yeux fermés, et j'ai décidé de changer ça. La confiance, ça se mérite. Pas parce que les gens sont mauvais par nature, ils ne le sont pas, mais parce que la confiance sans discernement n'est pas de l'amour, c'est de l'abandon. Abandonner sa vigilance en pensant que l'affection protège, c'est se tromper sur ce qu'est l'affection. J'ai 69 ans. J'ai une hanche qui proteste et un festival à Avignon que j'aurais dû voir depuis 20 ans. Je n'ai plus le temps de confondre la gentillesse avec la naïveté, ni le pardon avec l'oubli. On peut pardonner et garder les yeux ouverts. On peut aimer quelqu'un et lui demander de rendre des comptes. Ces 2 choses ne s'annulent pas, elles se complètent. Et si cette histoire vous a parlé, c'est peu, être parce que vous connaissez, vous aussi,
Cette sensation d'avoir fait confiance un peu trop vite, un peu trop loin. Ce n'est pas une honte, c'est un apprentissage. La honte, elle, appartient à ceux qui en ont profité.